La première création que j'ai choisi de vous montrer témoigne de la première époque dans laquelle Klee a évolué avant de s'approprier l'usage de la couleur. Au début de sa carrière, il explore la thématique de la caricature, notamment à travers la série des Inventions, un ensemble de 11 gravures à l'eau forte réalisées entre 1903 et 1905. Cette deuxième invention représente un homme qui est né avec une aile à la place de son bras droit. L'aile paraît petite, usée, voire abîmée, comme si elle ne s'était pas bien développée. Son bras gauche, soutenu par une attelle, témoigne de son état physique déplorable. Sous un casque de guerrier antique, l'expression de son visage nous renvoie à sa frustration et à son mécontentement. La nudité dévoile son corps disproportionné et nous renvoie à l'état fragile de l'humain et de ses difficultés à s'adapter au monde en constante mutation. Sur le bord inférieur de la feuille, Claire a inscrit: la nature lui ayant donné une aile, il s'est mis en tête qu'il était destiné à voler. Cette croyance fera sa perte. Il s'efforce infatigablement de prendre son essor. Ce faisant, il se brise bras et jambes, mais n'en persévère pas moins dans son idée. Dans ses tentatives incessantes de voler, il s'est cassé les autres membres, notamment le bras et la jambe gauche. Cet homme oiseau me fait beaucoup penser au personnage de Fix dans le film Le règne animal, sorti en 2023. Avec sa pose solennelle et statuaire et son état asymétrique et ruiné, ce personnage est une figure tragicomique. Ancré dans le sol, son pied gauche se transforme même en un tronc aux allures de prothèse, au bout duquel pousse une petite branche en guise d'espoir, ou bien serait-ce une profonde ironie pour cet homme ailé de finir par s'enraciner définitivement au sol et muter ainsi en arbre? Cette fausse allégorie de l'héroïsme a été exécutée 2 ans après l'exploit des frères Wright, premier vol motorisé de l'histoire de l'aviation, et période pendant laquelle l'engouement de voir un homme voler était présent. Quant à Clay, indifférent, il considérait le désir de l'homme de voler avec un certain sarcasme. La thématique récurrente du vol symbolise la quête interminable d'accomplissement spirituel de l'homme. Anges et génies aériens vont peupler l'œuvre de Clay, incarnant les passerelles entre ciel et terre, ou des personnifications réconfortantes du destin. Cette aquarelle, peinte en 1920, a été achetée l'année suivante par le célèbre philosophe et critique d'art allemand Walter Benjamin. Bien que méconnue pour la plupart, elle fait partie des œuvres les plus iconiques de l'artiste. Certains commencent déjà à se dire: oui, moi aussi, je dessinais comme ça quand j'avais 5 ans. S'il vous plaît, laissez vos ressentis de côté et soyez patient. Dans un style naïf et expressionniste, ce dessin a été réalisé grâce à une technique que Klee expérimentait à cette époque, le monoprint. Ce procédé permet de reproduire plusieurs impressions à l'encre d'un même dessin dans des variations différentes. Klee représente un ange bouche ouverte, aux yeux écarquillés et aux ailes grandement déployées. On a l'impression qu'il détourne le regard, voulant s'éloigner de quelque chose qui le fixe ou le dérange. Ainsi, son visage est comme tourné vers le passé selon Benjamin. Selon lui, l'ange ne voit qu'une seule et unique catastrophe, une accumulation de ruines, celle de notre monde, peut-être celle toute récente de la Première Guerre mondiale. Ses ailes grandement ouvertes semblent prises dans une tempête si forte que l'ange ne peut plus les refermer. Contraint, il n'arrive pas à descendre sur Terre pour réveiller les morts ni même aider les vivants. Cette fameuse tempête invisible et paralysante serait pour Walter Benjamin une métaphore du progrès. L'ange perd ainsi ses fonctions, tout comme le personnage principal à la fin du film Les ailes du désir de Wim Wenders. L'histoire raconte celle d'un ange qui, à force d'observer le monde, aimerait devenir un homme afin de vivre une vraie vie. Le cinéaste allemand rend hommage à l'Angelus Novus de Klee par une voix intérieure lisant dans une bibliothèque une note à propos d'une dissertation de Walter Benjamin. L'image renvoie au suicide, péché absolu de l'auteur, fuyant l'esprit du monde moderne devenu nazi. Il n'y a cependant aucun rapport entre la signification des anges chez Klee, créatures souvent disgracieuses, imparfaites et étrangement proches des hommes, et la vision si personnelle que proposera le philosophe allemand de cette figure qu'il perçoit comme l'ange de l'histoire. D'autres voient cet ange comme une allégorie de la mélancolie,
ou encore un être mystérieux aux allures de marionnette pour enfants. Explorer le mystère implique peut-être de l'avoir déjà connu. Les forces jumelées de l'inspiration et du devenir donnent à l'immobilité de l'image une insondable profondeur. Dans l'art funéraire, continuent de s'élever les sommets de l'enfance. Stéphane Lambert. Aujourd'hui exposé au Musée d'Israël à Jérusalem, ce fragile bout de papier témoigne à lui seul de l'injustice et de la souffrance infligée par le nazisme aux Juifs. Achevé en 1922, Sénencio est un des portraits les plus iconiques de l'artiste, mêlant à la fois le mystère, la dérision et l'intérêt pour les cultures africaines. À partir de formes simples, Klee utilise différentes nuances de couleurs chaudes grâce à une technique à l'huile sur apprêt à la craie. Sous une apparente symétrie, Klee joue avec des décalages. La manipulation des formes géométriques donne une impression particulière à son regard. Son sourcil gauche est représenté par un triangle blanc, tandis que l'autre est constitué d'une ligne incurvée verte, venant contraster avec le rouge saisissant des pupilles. Inspirée par les tendances géométriques du Bauhaus, cette composition est divisée en rectangles de différentes tailles plus ou moins définies et maintenue à l'intérieur d'un cercle représentant un visage et affichant des couleurs vives dignes d'un costume d'arlequin. Mais qui est ce personnage? D'où vient-il et quel âge a-t-il? Klee a peut-être été influencé par le visage du soldat bois de Marc Chagall et de l'emblème du Bauhaus d'Oskar Schlemmer, qu'il réalise la même année, à moins que ça ne soit aussi le crâne rond et lisse du professeur allemand. On retrouve surtout des similitudes avec les têtes en forme de disques de poupées Ashantis qui se produisent dans la culture ouest africaine, figures féminines stylisées et déesses de la fécondité. Volontairement imprécis, le portrait imite intentionnellement les dessins d'enfants en utilisant un minimum de détails faciaux. D'ailleurs, le nez semble inexistant et la bouche si petite qu'elle donne l'impression que le personnage est muet. Ces éléments contrastent étrangement avec son regard imposant, voire intimidant. Le titre Sénencio peut faire référence au Sénécio vulgari, le nom botanique d'une plante assez répandue nommée sénesson commun ou sénesson vulgaire, plus connue sous le nom de pissenlit. Considérée comme une mauvaise herbe par les jardiniers, elle est toxique pour la plupart des mammifères. Le sénesson supporte mal la concurrence d'autres plantes. Une fois ce titre abstrait déchiffré, on pourrait soumettre l'idée que Klee nous dévoile un personnage au caractère expansif dont il faut se méfier. Homme ou femme, enfant ou personne âgée, Klee nous propose une réponse dans son catalogue d'œuvres en ajoutant le sous-titre Bald Grise qui peut se traduire par tête d'un homme devenant sénile ou bien vieil homme chauve. L'appellation bientôt vieillard incarne à travers ce personnage le refus de grandir et le caractère inéluctable du temps qui passe, entre ce qui a été et ce qui va devenir. Iris et pupilles mélangées prennent la forme de deux soleils couchants, parfaitement disposés dans le symbole de l'infini, repris pour esquisser le contour des yeux. Ce regard peut paraître indifférent et déshumanisé, cependant il nous fixe inlassablement et renvoie une certaine émotion difficile à caractériser. Réalisé un an plus tard en 1923, cette aquarelle illustre à mon goût parfaitement la sensibilité de Klee pour le placement des éléments dans l'espace, le contraste des couleurs et la source d'inspiration que lui offre la nature. Dans ce paysage parsemé d'éléments organiques et de plantes exotiques, nous apercevons 5 oiseaux jaunes. Ce qui me fascine et en même temps me trouble, c'est qu'ils ont l'air positionnés presque à équidistance les uns des autres, comme s'ils étaient placés à chaque pointe d'une étoile invisible. Mais vous l'avez peut-être déjà remarqué, deux autres se cachent, plus discrets. Une tête dépasse au milieu à droite et un derrière d'oiseau, comme si c'était la partie manquante du sixième, apparaît dans la partie basse au centre. Celui situé en haut à droite a la tête en bas. La similitude de ces oiseaux et à la fois leurs différents positionnements dans l'espace nous montrent comment Klee exprime plusieurs points de vue en lien avec la mémoire. Il nous offre une synthèse des données du réel qui nous projette automatiquement vers un au-delà de la réalité. Un disque blanc soutenu par un feuillage, certainement l'astre lunaire.
qui complète le ciel sombre d'une nuit paradoxalement pleine de vie. Il est à mettre en parallèle avec le disque rouge situé en bas à droite, qui habituellement dans les œuvres de Klee se situe plutôt dans la partie haute de la composition pour symboliser le soleil. Un élément de plus qui invite notre regard à voir ce motif redondant d'une autre manière. Les nuages situés de part et d'autre de l'oiseau, au centre en haut, me donnent l'impression qu'il est en train de déployer ses ailes imaginaires aux dimensions disproportionnées. Enfin, les 4 feuilles grises pâles apportent de la hauteur à cette forêt. Placées symétriquement par rapport à l'axe vertical central, les 2 du milieu, ajoutés au petit rond, forment selon moi un œil, d'autant plus explicite si l'on tourne l'aquarelle de 90 degrés. Nous retrouvons dans ce 5e tableau à nouveau une sorte de paysage où cohabitent la faune et la flore. Dans Magie des poissons, Paul Klee crée un royaume magique où l'aquatique, le céleste et le terrestre s'entremêlent. Pour ce faire, Klee use une nouvelle fois d'une technique particulière. Une délicate surface sombre recouvre une sous-couche colorée. L'artiste a révélé certains des motifs en grattant et en gribouillant dans la peinture noire. De plus, un carré de mousseline, tissu en coton très léger, est collé sur la toile. Une ligne diagonale part de la droite et semble être prête à soulever ce bout de tissu, comme le rideau d'une scène par exemple. Ou bien est-ce la tour horloge qui est visée, telle une architecture prête à être déplacée à l'aide d'une grue. Cette composition est très certainement inspirée des décors de théâtre et d'opéra que le peintre et musicien allemand aime fréquenter. On y retrouve d'ailleurs une atmosphère romantique et poétique, mais certains diront peut-être surréaliste. En effet, bien que n'appartenant pas au groupe, Klee a certainement influencé ce nouveau courant artistique qui venait d'être créé quelques mois plus tôt en 1924 par le poète et écrivain français André Breton. Ici, l'artiste nous plonge dans un monde rempli d'incohérences ironiques, voire absurdes, notamment lorsqu'on se demande où peut-on bien situer cette scène. Un mélange entre le cosmos et ses planètes, un jardin et ses plantes, un théâtre et ses marionnettes, ou encore un océan et ses poissons. Pour Klee, l'eau est une zone intermédiaire, où les lois de la pesanteur sont en partie abolies. Cela donne ainsi la possibilité aux éléments de se déplacer comme bon leur semble. Fasciné par le monde marin, cet endroit du monde reste à cette époque encore méconnu et donc rempli de mystères. Nous poursuivons notre thématique marine avec une œuvre assez méconnue de l'artiste, étant donné qu'elle est dans une collection privée. Ici, pas de poissons, mais des navires et un personnage imposant au centre. D'ailleurs, ce dernier paraît disproportionné par rapport au bateau. Un personnage à nouveau paradoxal puisqu'il a l'air désintéressé, se tenant droit, les mains dans les poches. Serait-ce son uniforme qui le pousse à être si austère, ou est-il simplement dans l'attente du départ ? En 1927, Klee expérimente beaucoup cette nouvelle technique qui consiste à projeter de la peinture sur le support, certainement à l'aide d'une petite brosse. Ce rendu proche de l'aérographe donne un aspect assez flou à l'œuvre et me rappelle les paysages de Turner ou les esquisses impressionnistes de Claude Monet. Comme avec Magie des poissons, Klee est venu retravailler en détail en creusant délicatement dans la matière pulvérisée. Sa palette, réduite aux couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, renvoie une atmosphère joyeuse, voire festive. Mais finalement, sommes-nous en plein milieu de l'océan parmi une flotte en pagaille, ou à même le port en train d'observer les bateaux se construire et se remplir avant de lever l'ancre sous les ordres du capitaine? Son travail au Bauhaus, à l'école de design de Weimar et plus tard à Dessau, a fait prendre conscience à Paul Klee de l'importance de l'analyse du design pour la production artistique. La construction et la géométrie ont déterminé son travail dans les années 20. Cela n'empêche pas l'artiste allemand de créer des œuvres délibérément énigmatiques. Dans Prince Noir, une physionomie a émergé de formes géométriques simples, autour desquelles l'artiste a placé divers signes cryptiques, faisant penser à l'écriture runique.
Considéré comme une représentation de sa mythologie personnelle, le prince noir pourrait être l'habitant d'un monde intermédiaire entre le réel et l'imaginaire. Il peut aussi être une image du diable, car dans l'évangile de Jean, le prince de ce monde est identifié à Satan. Mais Clé ne se préoccupait pas sérieusement de ce qu'il y avait après la vie. Au contraire, il a ponctué son œuvre d'innombrables références mystérieuses qui tiennent compte de son penchant pour l'ironie, mais aussi de sa tendance à se hisser lui-même en tant qu'être spirituel. Malgré une représentation très schématique et simplifiée d'un visage, deux ronds verts pour les yeux, un L inversé pour le nez et deux traits horizontaux en quinconce pour la bouche, le fond sombre fait ressurgir cet esprit du fond des origines. Il transcende alors l'innocence de la créativité enfantine en une œuvre étrange qui ne peut laisser indifférent. Ce personnage en pleine course semble nous montrer la direction à suivre. Il tient à l'aide de son bras gauche un étendard, un grand drapeau orné d'une sorte de blason porté fièrement. On retrouve à nouveau la passion pour les formes géométriques, comme le rond et le triangle, et des lignes épurées, finement tracées. La flèche, chez Klee, est un symbole redondant qu'il apprécie particulièrement lorsqu'il est au Bauhaus. Dans ses cours, il affirme qu'elle permet avant tout de figurer un processus de déplacement en exprimant le déploiement dans l'espace. Quelle forme donner au mouvement d'ici vers là-bas ? D'ici vers là-bas implique dans le temps un avant et un après. Le mouvement horizontal, de gauche à droite, soit le sens inverse de l'écriture, renforce le caractère actif de l'illusion cinétique. Ici, la flèche peut aussi être vue comme une arme qui pourrait servir à l'assaut de ce conquérant bien déterminé. Pour autant, son regard, à l'opposé de sa direction, et sa bouche ouverte, émet des doutes sur son assurance, comme s'il était emporté par un mouvement puissant et incontrôlé, qui menace même de le faire tomber. À moins qu'il ne soit en train d'entraîner courageusement avec lui les autres guerriers qu'on imagine hors du cadre, à droite. Dans Point Ligne Plan, Kandinsky, professeur et ami de Klee au Bauhaus, développe l'explication théorique de l'effet produit par la droite et la gauche. La direction vers la droite, rentrer, est un mouvement vers la maison. Ce mouvement porte en soi une certaine fatigue et son but est le repos. Au contraire, la direction vers la gauche, sortir, est un mouvement vers le lointain. C'est là que l'homme se libère des contraintes qui lui pèsent, il part à l'aventure. Les formes dont les tensions se dirigent vers la gauche ont ainsi un côté aventureux et le mouvement de ces formes gagne en intensité et en rapidité. D'ailleurs, la forme de sa bannière est étrange et semble presque se dissocier, tout comme le demi-cercle rouge qui flotte au milieu de la partie sombre en haut. Nous sommes en 1930, au début de la montée du nazisme. À travers cette œuvre, on ressent déjà que le monde s'était mis en marche vers le pire. S'il n'était plus possible d'arrêter le cataclysme, il était impératif de ne pas être écrasé dans l'abîme. Par la création, Klee résistait à la paralysie du découragement, transformait la férocité du destin en ligne active. Cette œuvre est l'une de mes favorites, mais elle est pourtant assez méconnue. En effet, j'apprécie fortement les nombreux détails que nous trouvons sur cette composition, ainsi que le caractère brut de cette œuvre qui ressemble à un coloriage d'enfant. On repère notamment aisément les coups de pinceau du fond marron clair, translucide. Le personnage prend une grande place dans l'image, et ses accessoires sont fascinants. Dans sa main droite, ce cyclope tient une sorte de gros pendentif avec une croix bleue et verte, et un second qui me fait beaucoup penser à une montre. Dans la partie inférieure, toujours reliée au bras droit du personnage, s'érige cette fois-ci, comme si la pesanteur était inversée, un motif en forme de spirale, évoquant peut-être un point d'interrogation. À sa gauche se situe un signe énigmatique, plus proche cette fois d'un point d'exclamation. Dans sa main gauche, le personnage tient un objet conique qu'il rapproche de son unique œil. Il pourrait s'agir d'une longue vue ou d'un objet mystique proche du télescope. En plus de ces 4 éléments, directement connectés à son corps, un 5e est accroché à sa cheville droite, tel un boulet de forçat, se terminant à nouveau par une spirale qui s'échappe en bas à droite du dessin.
La partie ventrale peut nous faire penser à ces architectures toujours très décoratives et colorées, composées de diverses formes géométriques. Parmi ces motifs, on retrouve notamment un sablier. On dirait que ce personnage a été construit comme une marionnette ou un Lego, tel un empilement de petits blocs. L'impression qui ressort de ce bonhomme mystérieux est qu'il semble tétanisé, angoissé, avec un œil rouge, grand ouvert, qui n'inspire pas la sérénité. D'ailleurs, il apparaît comme prisonnier, avec son boulet au pied et ses autres chaînes qui l'alourdissent. Figé, il ne peut plus bouger, pourtant l'heure tourne, et la visibilité sur l'avenir est restreinte. Ce personnage réussit-il encore à garder une lueur d'espoir ? Garde-t-il volontairement ces objets mystérieux qui l'entourent pour pouvoir s'en sortir, ou essaie-t-il de s'en séparer ? Le titre, traduit depuis l'original en allemand « Défense ostentatoire », confirme cette première idée. Cependant, c'est Parade fanfaronne qui a été retenu en français et renvoie au comportement de ce personnage qui affecte la bravoure, qui vante de façon outrancière ses qualités ou ses actions, réelles ou imaginaires. À l'heure où Paul Klee crée cette œuvre, le régime nazi se met en place. À peine 2 ans plus tard aura lieu l'exposition consacrée aux artistes dits dégénérés, et Paul Klee sera notamment pointé du doigt pour ses créations loin d'être académiques. Comme évoqué au début, j'apprécie beaucoup cette œuvre car elle m'a beaucoup inspiré pour créer l'une de mes premières peintures à l'huile. Une autre peinture, cette fois-ci d'un autre grand artiste du XXe siècle, Kazimir Malevich, m'a aussi beaucoup inspiré pour la créer. Nous sommes en 1938 lorsque Klee réalise cette œuvre. Depuis 5 ans maintenant, le régime nazi a pris le pouvoir en Allemagne et la Seconde Guerre mondiale approche à grands pas. Danse sous l'empire de la peur témoigne de ce moment clé de l'histoire du XXe siècle où l'Europe bascule dans un climat de terreur. D'autre part, l'artiste continue de produire avec intensité cette année-là, malgré ses douleurs liées à sa maladie qui le paralyse de l'intérieur. Une année décisive, mais qui est déjà l'avant-dernière de sa vie. Dotées de têtes, de bras et de jambes écartés, les figures géométriques perdent leur neutralité pour acquérir une dimension psychologique. Les triangles et carrés, représentant les torses, dans des tons d'aquarelle claire, sont prolongés par des lignes noires faisant office de membres simplifiés. Ils se transforment en appel au secours pictographique. Évoquant par leur forme des croix gammées, les personnages ne laissent subsister aucun doute sur le motif de leur peur. Le titre souligne que la danse n'est pas ici l'expression de la liberté, mais plutôt une contrainte. La dynamique est devenue une force autonome qui a dépossédé les danseurs de leur libre arbitre, les a transformés en pantins grotesques et affolés. Amateurs manquant de coordination, ils inventent une chorégraphie hasardeuse, traînant grossièrement leurs pieds jusqu'à perdre l'équilibre. Le caractère enfantin et la spontanéité de ces bonhommes allumettes incarnent la population manipulée par le régime nazi. Caractéristique de l'œuvre de Klee à la fin de sa vie, la ligne noire, épaisse voire maladroite, confirme l'urgence de la situation. L'aspect disloqué des silhouettes provoque un malaise et renvoie à une source d'angoisse pour le peintre. La maladie qui raidit ses gestes. Les figures stylisées deviennent des symboles de la dégénérescence du corps, de la métamorphose inévitable, les exécutants d'une danse macabre. Ce dernier texte a été en grande partie repris de celui écrit par Marie Mériot, chargée de recherche au Centre Pompidou, dans le catalogue Paul Klee, L'ironie à l'œuvre, publié en 2016.